Dans la vidéo précédente, nous nous sommes intéressés aux sources d'ondes gravitationnelles. Nous allons maintenant nous poser la question de comment détecter ces ondes gravitationnelles ici sur Terre. Pour cela, il nous faut d'abord comprendre comment les ondes gravitationnelles interagissent avec la matière. Considérons donc une onde gravitationnelle monochromatique qui se propage dans l'univers depuis une source lointaine jusqu'ici sur Terre. Cette onde gravitationnelle a une certaine amplitude h qui est ici tracée en fonction du temps t. Puisqu'elle est monochromatique, elle a une période bien définie, une période que nous noterons t. Imaginons également qu'avant le passage de cette onde gravitationnelle, nous avons à notre disposition un cercle de particules initialement au repos les unes par rapport aux autres. Ces particules sont représentées ici. Donc à l'instant t égale 0, nous avons un cercle de particules. Nous allons voir que l'effet du passage de l'onde gravitationnelle va être de modifier les distances entre les particules. Et en particulier, ce cercle va être déformé en ellipse. Un quart de période après l'arrivée de l'onde gravitationnelle, ce qui était initialement un cercle est devenu une ellipse avec un demi-grand axe qui est représenté ici et un demi-petit axe qui est représenté ici. Une demi-période après l'arrivée de l'onde gravitationnelle, l'ellipse est redevenue le cercle initial. De même, trois quarts de période après l'arrivée de l'onde gravitationnelle, le cercle est de nouveau transformé en ellipse, mais cette fois-ci, le demi-grand axe et le demi-petit axe sont échangés. Enfin, après une période, nous retrouvons notre cercle initial. Alors il faut imaginer qu'il s'agit ici d'un processus continu. L'onde gravitationnelle arrive de manière continue et le cercle initial se déforme continuellement en ellipse dont le demi-grand axe et le demi-petit axe oscillent, s'échangent. Posons-nous maintenant la question de l'amplitude de la modification de ce cercle en ellipse, c'est-à-dire à quel point notre cercle initial est déformé. Si L désigne la taille initiale de notre cercle de particules et delta L représente la variation de la taille de ce cercle, alors on peut montrer que delta L est donné par le produit de l'amplitude de l'onde gravitationnelle et de la taille L de notre cercle. On vient donc de voir que l'effet du passage d'une onde gravitationnelle est d'induire une variation relative de longueur dont l'amplitude est de l'ordre de l'amplitude de l'onde gravitationnelle. Imaginons donc que nous souhaitions détecter le passage d'une onde gravitationnelle à l'aide d'un détecteur d'une certaine taille, par exemple 1 km. Nous avons donc un détecteur de taille kilométrique et nous avons vu dans la vidéo précédente que l'amplitude typique attendue des ondes gravitationnelles émises par des sources astrophysiques est extrêmement faible sur Terre. Nous avons vu que h est au mieux de l'ordre de 10 puissance moins 20. En réalité, des calculs plus précis montrent que l'amplitude est au mieux encore plus faible que ça, de l'ordre de 10 puissance moins 21. Donc, nous voyons immédiatement que la variation de longueur induite dans notre détecteur kilométrique par le passage de l'onde gravitationnelle est de l'ordre de 10 puissance moins 18 mètres. Qu'est-ce que c'est que 10 puissance moins 18 mètres? Eh bien, c'est un millionième de micromètre. Un micromètre, c'est grosso modo la taille d'une bactérie. Un millionième de micromètre, 10 puissance moins 12 mètres, c'est un centième de fois la taille d'un atome. Un millionième de micromètre, c'est un millième de fois la taille d'un noyau atomique. C'est vraiment minusculissime. Donc, lorsque nous avons un détecteur de taille kilométrique et que l'onde gravitationnelle passe, elle induit une variation de longueur de notre détecteur d'un millionième de micromètre. Donc si nous souhaitons détecter une telle variation de longueur, ça revient
à mesurer la distance entre le Soleil et Alpha Centauri, l'étoile la plus proche du Soleil, avec une erreur de l'ordre de l'épaisseur d'un cheveu. Il s'agit vraiment d'une véritable gageure technologique que de mesurer une telle variation de longueur. Et nous allons voir que les détecteurs interférométriques d'ondes gravitationnelles existants sont capables de faire de telles mesures de longueur. Sur cette animation, vous pouvez voir l'effet du passage d'une onde gravitationnelle sur Terre. Alors vous pouvez remarquer que les maximums de l'onde qui sont représentés ici en vert arrivent à intervalles de plus en plus courts, c'est-à-dire que la fréquence de l'onde augmente. Évidemment, l'effet est considérablement exagéré. Alors il se trouve qu'il existe un réseau de détecteurs interférométriques laser sur Terre. Aux États-Unis, il y a 2 détecteurs LIGO pour Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. Un à Hanford et l'autre à Livingston. Un 3e détecteur LIGO est en boîte, prêt à partir pour être installé en Inde. En Europe, nous avons une collaboration franco-italienne, la collaboration Virgo, avec un détecteur qui se trouve à Caccina, près de Pise, en Italie. Et il existe également une collaboration entre le Royaume-Uni, l'Allemagne et les Pays-Bas, la collaboration GEO600. Enfin, un projet de détecteur au Japon, Kagra, est actuellement en cours de construction sous une montagne. Le détecteur GEO600 mesure, comme son nom l'indique, 600 mètres. Les bras de l'interféromètre Virgo mesurent 3 km et ceux des interféromètres LIGO 4 km. Alors pourquoi avoir tout un réseau de détecteurs interférométriques? Eh bien pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que nous souhaitons nous assurer que nous avons bel et bien détecté des signaux d'origine astrophysique. Et pour ça, il est préférable de voir ce signal, non pas dans un seul détecteur, mais dans tout un ensemble de détecteurs. Et d'autre part, plus nous avons de détecteurs répartis sur le globe, plus nous sommes capables de remonter avec précision à la position des sources d'ondes gravitationnelles dans le ciel. Comment marchent ces détecteurs interférométriques d'ondes gravitationnelles? Bien, l'idée est la suivante. Nous avons un laser ici, c'est-à-dire une source d'ondes électromagnétiques extrêmement monochromatique. La longueur d'onde laser est extrêmement bien définie. Cette lumière laser est séparée en deux et vient parcourir chaque bras de l'interféromètre. La lumière est réfléchie par des miroirs à chaque bout de bras. Ces miroirs sont fixes, la taille de l'interféromètre est fixe. Et la lumière laser réfléchie vient être recombinée et interférée sur une photodiode. Donc ce principe de fonctionnement est illustré par cette animation, où vous pouvez voir ici en cylindre gris la source laser, qui est séparée par la lame semi-réfléchissante, qui parcourt chaque bras, qui vient être réfléchie par chaque bras, recombinée, interfère et est détectée sur la photodiode. Donc vous voyez ici la lumière laser qui est séparée en deux, qui vient être réfléchie par les miroirs, puis recombinée, et elle interfère de manière destructive si les bras sont de même longueur, de sorte que sur la photodiode, on n'observe aucun signal. Si une onde gravitationnelle passe, elle va venir modifier les distances dans l'espace-temps, et donc modifier la taille des bras, malgré le fait que les miroirs soient fixes, de sorte que les interférences peuvent devenir constructives et donc donner lieu à de la lumière sur la photodiode. C'est ainsi qu'on parvient à détecter la présence d'une onde gravitationnelle par une modification de la figure d'interférence sur la photodiode. Sur cette figure, vous pouvez voir la sensibilité de ces détecteurs d'ondes gravitationnelles en fonction de la fréquence. Plus précisément, la mesure de sensibilité qui est indiquée ici est différente de l'amplitude des ondes gravitationnelles H dont on vous avait parlé auparavant. Il s'agit d'une mesure similaire mais un peu différente. Et vous pouvez voir que ces détecteurs d'ondes gravitationnelles sont particulièrement sensibles, entre quelques dizaines de Hertz et quelques kilohertz. Comment ces détecteurs d'ondes gravitationnelles parviennent-ils à être aussi sensibles? Eh bien,
il se trouve qu'ils sont un petit peu plus compliqués et performants que ce que nous avons vu dans le principe de fonctionnement de l'animation précédente. Pour commencer, ces détecteurs ont dans chaque bras des cavités résonantes qui sont telles que la lumière laser fait de très nombreux allers-retours, pas juste un aller-retour, fait en moyenne quelques centaines d'allers-retours, de sorte que la taille effective des bras de l'interféromètre est plutôt de l'ordre de 1000 km et non pas quelques kilomètres. Et d'autre part, lorsqu'on mesure des variations de longueur dans ces bras, il ne s'agit pas d'une mesure de la position d'un atome du miroir avec une précision de l'ordre de 1/1000e de la taille d'un noyau atomique. Il s'agit en fait d'une mesure faite sur un nombre macroscopique d'atomes sur chaque miroir. Donc une mesure moyennée qui nous permet d'avoir plus de précision. En plus, on utilise des lasers extrêmement puissants. On met tout ce matériel dans le vide et on utilise des suspensions extrêmement performantes pour ces miroirs de façon à les isoler du bruit sismique. Donc avec toutes ces technologies avancées, on parvient à avoir des détecteurs extrêmement sensibles. Donc voyons ensemble quelles sont ces courbes de sensibilité. Commençons par la courbe ici en magenta pointillé. Il s'agit de la sensibilité qu'on souhaitait obtenir pour le détecteur franco-italien Virgo, détecteur initial Virgo. Mais vous voyez que la courbe en magenta en trait plein, avec ces oscillations ici, est extrêmement proche de la courbe théorique, disons de l'objectif de sensibilité pour le détecteur Virgo. De la même façon, vous avez une courbe en pointillé bleu ici, qui correspond à l'objectif de sensibilité pour les détecteurs américains LIGO. Et vous voyez ici, en bleu, en trait plein, avec quelques oscillations, la courbe effectivement réalisée de sensibilité de ces détecteurs LIGO américains. Vous voyez qu'ils sont même plus sensibles à haute fréquence que ce qui avait été prévu initialement, même s'ils avaient quelques problèmes à basse fréquence. Ces détecteurs d'ondes gravitationnelles dont nous venons d'étudier les courbes de sensibilité ont fonctionné pendant une dizaine d'années. Ils ont cherché des ondes gravitationnelles d'origine cosmique, mais n'ont rien vu. Ils ont donc été décommissionnés en 2010. L'objectif est maintenant d'améliorer leur technologie de façon à ce que, d'ici la fin de la décennie, en 2020, ils soient 10 fois plus sensibles. On parle alors de détecteurs de deuxième génération ou détecteurs avancés. En particulier, les détecteurs américains LIGO ont recommencé à prendre des données en septembre dernier avec une sensibilité 3 à 5 fois supérieure aux détecteurs initiaux. Et comme nous allons le voir dans la dernière partie de ce cours, pour la toute première fois, ils sont parvenus à détecter des ondes gravitationnelles.